à la minute des fois. Il est 16h08, on se dit... 2, 1. Alors. Bonjour à toutes et tous, vous nous entendez bien a priori. Merci d'être présent. Aujourd'hui, on va vous parler de budget. On va vous parler de budget cet après-midi et notamment évoquer la question de comment on va faire, comment on construit avec les partenaires de gauche un budget pour 2026 dans le contexte que vous connaissez. Alors, avant de commencer, je vais présenter effectivement les intervenants. Donc, Estelle Mercier qui est à ma droite est première fédérale du Parti Socialiste de Meurthe-et-Moselle et également députée. Elle siège à la Commission des Finances. À ma droite, on a Marlène, qui représente l'Après et qui est adjointe au maire de Nantes. Maire de Nantes qui est parmi nous d'ailleurs ici même. À ma gauche, Thomas Dossus qui est sénateur écologiste et moi-même, donc Brice Gaillard, qui suis secrétaire national du parti en charge des finances publiques. Alors je vais passer la parole à Estelle. L'idée, c'est peut-être qu'on ait un débat un peu vivant. On va interroger nos partenaires, échanger avec eux. N'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez. Peut-être, comme Estelle me le soufflait, elle a raison, vous dire quelques mots de contexte sur pourquoi cette table ronde. Vous le savez, en réalité, le gouvernement Bayrou, il faut le dire un petit peu clairement, il a chuté sur cette question du budget pour 2026. Bon, le vote de confiance était quand même très largement, je dirais, orienté là-dessus, dans un contexte de crise budgétaire qui est en réalité sans précédent. Vous le savez, le gouvernement estime qu'il faut trouver 44 milliards d'euros supplémentaires d'économie pour l'an prochain. C'est du jamais vu. Et avant de passer la parole à Estelle, simplement vous dire que... le Parti Socialiste, on part d'un point de départ qui n'était pas donné dès le début, qu'il a fallu construire, qui consiste à dire, en fait, on va pas rentrer dans la logique du gouvernement. C'est-à-dire dans cette logique néolibérale qui consiste à nous dire qu'on va baisser les dépenses sans toucher aux recettes. On s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose de plus intelligent et surtout de plus juste à faire, et c'est réévaluer la trajectoire publique. Le gouvernement, vous savez, souhaitait... qu'on passe sous la barre des 3% de déficit public à échéance 2029. Nous, le pari qu'on fait, c'est qu'en fait, on a le temps. Et que si on y va trop fort sur les réductions de dépenses, en réalité, on va produire un choc récessif qui ne servira personne et qui renforcera, je dirais, les difficultés du pays. Donc, le point de départ du Parti Socialiste, c'est de dire, en 2026, l'effort budgétaire, on peut faire moins 44 milliards. On peut aller aux alentours d'une vingtaine de milliards, peut-être un peu plus, mais vous le voyez, il y a déjà quand même beaucoup de différences par rapport au plan du gouvernement. Donc déjà, c'est ça qu'il faut dire pour commencer, c'est qu'il y a déjà un autre chemin qui est possible en matière d'objectifs budgétaires. Et non, l'austérité n'est pas une fatalité. Non, on n'est pas obligé d'en passer par une cure d'austérité intenable pour assainir les finances publiques. On peut le faire de manière beaucoup plus intelligente. Donc une fois qu'on a dit ça, vous voyez, déjà on dégage des perspectives. Et c'est ces perspectives-là, je vais passer la parole à Estelle, qui nous permettent en réalité d'avoir une construction budgétaire, donc ce qu'on a appelé le contre-budget des socialistes, qu'on a présenté, vous le savez, à Blois, qui soit performant et qui tienne la route. Merci Brice. Bonjour à tous. Alors effectivement, Brice l'a expliqué, dès le 15 juillet, quand on a vu le plan Bayrou et qu'on a vu le musée des horreurs, comme on l'a appelé, on s'est dit que nous devions nous proposer autre chose sur la base de nos valeurs et sur ce que pouvait être une trajectoire économique raisonnable, et qui n'était pas simplement de demander aux 3/4 des Français de faire des efforts, mais au contraire de pouvoir leur permettre de soutenir les plus modestes et les classes populaires notamment. Alors on a construit autour de 4 principes, soutenir les classes moyennes et les classes populaires, mettre à contribution ceux qui ont profité des 8 ans de macronisme, donc les très grandes entreprises, les multinationales et évidemment les plus riches. Pouvoir aussi, et ça c'est très important, avoir un projet de relance de l'activité, de soutien et de l'activité de la consommation, et retrouver quand même, parce que c'est quand même important et on ne le nie pas, loin s'en faut, nous devons faire des efforts sur nos budgets et nous devons réduire le déficit budgétaire,
puisqu'aujourd'hui on a une charge d'intérêt qui est effectivement très importante. Mais réduire le déficit budgétaire, ça ne veut pas dire que ce sont les Français et les Françaises qui doivent faire le plus gros des efforts. Ça veut dire qu'on va chercher l'argent ailleurs. Alors on a construit notre plan en 3 parties. La première, c'est évidemment le déficit budgétaire aussi. Aujourd'hui, il est lié à quoi? Il est lié à un problème de recettes. On sait que, grosso modo, dans le budget de l'État, depuis 2019, le niveau de dépenses a quasiment peu évolué. Ce n'est pas les dépenses qui manquent, ou qui sont trop importantes, ce sont les recettes qui, au fur et à mesure, ont construit un déficit, et on le voit. Plus Emmanuel Macron a fait des cadeaux fiscaux, plus il a fait des cadeaux aux ultra-riches, plus il a supprimé des contributions et des taxes, et plus les recettes sont faibles, moins elles rentrent, et c'est la stratégie des caisses vides qui fait qu'après on dit, comme les caisses sont vides, on va réduire les acquis sociaux et on va taper sur notre modèle social. Ah, vous devez comprendre, vous les Français, que vraiment non, c'est plus possible. Le modèle est fragilisé, il faut faire des efforts. Voilà, donc un peu la stratégie qui est mise en place. Et donc nous on dit non. Le problème, c'est pas un problème de dépenses, c'est un problème de recettes. Et pour pouvoir récupérer des recettes, on va aller chercher là où est l'argent, c'est-à-dire chez les ultra-riches. Donc le point, la pierre angulaire de notre projet, c'est la taxe Zuckman, donc vous avez entendu très largement parler. Alors pourquoi la taxe Zuckman? Parce que elle va prendre en compte 2% du patrimoine des grandes fortunes et des ultra-riches, mais 2% du patrimoine global. Et surtout, elle concerne 0,01% des Français, donc entre 1300 et 1800 ménages. Donc c'est très très peu de gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont vu une croissance très importante de leur patrimoine sur les 10 dernières années. Donc par exemple, on va dire que en 96, les grosses fortunes et gros patrimoines représentaient 6% du PIB. En 2025, c'est 40% du PIB. Donc en fait, cette croissance, elle est énorme et les inégalités se sont creusées. Et donc pour aller chercher ça, aujourd'hui, nos dispositifs fiscaux ne le permettent pas puisqu'il y a plein de possibilités d'optimisation fiscale, d'évasion fiscale, de niche fiscale qui font que ceux qui ont un peu d'argent, ils savent comment faire pour ne pas payer l'impôt. Et la réalité, elle est là. C'est qu'un ménage moyen, un Français moyen, il paye quasiment 50% de contribution globale. Alors c'est à la fois dans le système de santé, dans le système social, contribution à l'impôt dans les communes, etc. Globalement, ça représente 50%, alors que les ultra-riches payent moins de entre 20 et 30% minimum, maximum. C'est-à-dire qu'ils contribuent beaucoup moins à l'impôt que l'ensemble des Français. Donc pour compenser ça, la taxe Zuckman, elle permet d'aller chercher leur patrimoine, parce que sur les ultra-riches et les grandes fortunes, vous savez bien qu'ils n'ont pas forcément des revenus, mais ils ont du capital, des actions, des dividendes, du patrimoine qui est immobilisé, des entreprises, etc. Donc c'est là qu'il faut aller chercher de l'argent. Donc c'est le principe de la taxe Zuckman. Ça, c'est la pierre angulaire des recettes. On a aussi toute une lutte contre la fraude fiscale, contre les niches fiscales importantes. La question des aides aux entreprises aussi est importante, puisque vous savez, 211 milliards qui ont été estimés d'aides aux entreprises chaque année. Or, sur ces aides aux entreprises, il n'y a pas de conditionnalité. On ne sait pas, d'ailleurs on a du mal à les mesurer parce qu'elles ne sont pas toujours traçables. Et finalement, ces aides aux entreprises, elles ne permettent pas d'aider les plus démunis, les plus modestes, elles ne relancent pas l'économie. Et donc, c'est plutôt des effets d'opportunité. Donc l'idée, c'est de pouvoir recentrer sur des dispositifs où on va aider les entreprises qui en ont besoin. La plupart du temps, c'est plutôt les petites entreprises, les PME et les entreprises de taille intermédiaire, et éviter les effets d'aubaine que connaissent les grandes entreprises. Et puis, on a toute la partie relance et plan de relance et du pouvoir d'achat. Donc le plan de relance, c'est de dire, aujourd'hui, on est dans un système où on a tellement demandé d'austérité, on a tellement baissé les dépenses, que finalement, l'économie est en berne. L'économie est en berne, le taux de croissance, je crois cette année, va être de 0,6%, ce qui est encore en dessous des estimations, et ce qui est 2 fois moins que la moyenne européenne. Les investissements sont aussi au point mort. On sait notamment, par exemple, qu'il y a une crise du logement extrêmement importante, parce que les logeurs privés ne construisent plus. Donc on a du mal à faire construire des logements.
Donc, et on a aussi énormément de besoins en termes de transition écologique, puisque c'est là où il y a énormément de rénovation à faire et de choses à faire. Donc on a dit, on va faire aussi, nous, un plan de relance. Dans le plan Bayrou, c'était juste de l'austérité et de la récession. Alors que nous, quelque part, on dit, on va aussi dépenser de l'argent dans les territoires pour la transition écologique, pour la rénovation énergétique, pour nos écoles, pour notre hôpital, pour nos services publics qui sont importants et pour permettre effectivement de relancer l'activité et soutenir l'activité. Et le dernier point fort, c'est de dire qu'il faut aussi relancer et soutenir la consommation. Et aujourd'hui, on sait qu'on a un problème de pouvoir d'achat pour les plus modestes. Et donc, ce qu'on a proposé, c'est la baisse de la CSG pour les salaires, les petits salaires de 1 à 1,4 SMIC. Donc, c'est en gros d'un SMIC 1450 € net à 1920 € net. Pour cela, ça peut aller jusqu'à 900 € par an d'augmentation de leur pouvoir d'achat net, de leur salaire net, parce qu'on baisse en fait finalement la contribution de la CSG. Donc c'est un vrai coup de pouce que l'on donne à ces ménages qui en ont besoin. Et quand on sait qu'on intègre 1 € de plus pour eux, c'est 1 € qui va être dépensé. C'est pas 1 € qui va être épargné, mais c'est vraiment 1 € qui va être dépensé. Et ce qui peut nous permettre de relancer aussi la consommation populaire. Voilà sur les 3 grands points de nos propositions. Merci beaucoup Estelle. Bon, effectivement, vous le voyez, on a des propositions qui sont d'ores et déjà extrêmement détaillées, extrêmement précises. Elles le seront encore plus dans le cadre du débat parlementaire. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, qu'on fasse réagir les partenaires justement pour avoir un peu leur regard sur ces propositions, sur le travail qui reste à faire dans les semaines à venir, avant peut-être qu'on ouvre une session de questions-réponses pour celles et ceux qui ont des remarques ou des questions à poser. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation au débat. Je me représente, je suis Marlène Collineau, je suis membre du secrétariat national de l'Après et effectivement je suis élue à la ville de Nantes, adjointe à la maire de Nantes, Johanna Roland, que vous connaissez bien, et où on fait vivre au quotidien le rassemblement de la gauche, vaste gageur en ce moment. Peut-être plusieurs réactions. La première... c'est une réaction qui est quasiment de l'ordre tactique, stratégique. C'est une question autour de est-ce que aujourd'hui la logique qui prévaut, c'est celle de se dire en tant qu'organisation politique, on porte sa propre feuille de route, son propre projet, ou est-ce que on est en capacité d'utiliser des outils qui existent, qui sont les discussions qui existent autour du nouveau Front populaire depuis maintenant juillet 2024 et qui ont permis que lors des législatives on puisse avoir un programme qui portait un certain nombre de propositions en matière fiscale et de justice sociale, et puis également comment on peut s'appuyer sur les mesures castées, je vais les appeler comme ça, les mesures qui avaient été présentées par l'ensemble des partenaires de gauche et de l'écologie en octobre 2024, donc il y a un an seulement, et qui, en tout cas, il nous semble, sont encore tout à fait à l'ordre du jour. Sur cette question stratégique, nous on répond qu'on est plutôt dans cette deuxième logique, à savoir faire vivre des propositions qui sont celles sur lesquelles l'ensemble de la gauche s'était entendu et qui nous semblent évidemment tout à fait pertinent encore de pouvoir les porter. Alors, pour partie, dans la feuille de route qui vient de nous être présentée, il y a des mesures qui sont celles qui avaient été présentées il y a un an par l'ensemble de la famille de la gauche, je vais l'appeler comme ça. Mais il y a aussi des petits éléments qui diffèrent. Donc c'est intéressant aussi de regarder la singularité des propositions des partis politiques. Peut-être déjà se dire que il y a un an, on proposait d'aller chercher 50 milliards de recettes. C'est un peu moins là dans la proposition qui est faite, même si le calcul est un peu différent puisqu'on retrouve à des endroits des recettes et des recherches d'économie. Donc ce serait plutôt, je crois, si on regarde vraiment proposition par proposition, 45 milliards d'économies en vrai que nous proposions la dernière fois, si on s'en tient au même type de recherche que ce qui a été présenté là. Mais donc on voit bien qu'il y avait déjà plus d'argent que nous allions chercher.
Donc c'est un sujet, c'est un premier sujet entre nous sur effectivement est-ce qu'il faut encore aller rechercher plus de recettes, et sachant que dans les propositions qui étaient faites, il y avait une part qui reposait sur le fait de revenir sur un certain nombre d'exonérations de cotisations patronales et qui allait bien au-delà de ce qui est proposé là dans le plan. C'est vrai que pour nous, il nous semblait que c'était un point d'équilibre qui était le point d'équilibre acceptable à gauche, et donc c'est une discussion sur jusqu'où il faut pouvoir aller. Sur l'ensemble des autres mesures, évidemment, elles sont extrêmement importantes et j'allais dire assez simples à porter. Je pense par exemple à la question de la taxe Zuckman, sur lequel l'ensemble de la gauche est évidemment d'accord, mais aussi une partie de la droite, puisqu'elle a été votée à l'Assemblée nationale. Donc il y a une majorité autour de cette question qui peut se dessiner. Donc c'est évidemment là un combat pour nous prioritaire. D'ailleurs, c'est Clémentine Autain avec Eva Sass qui l'avait porté à l'Assemblée, et qui permet en effet de réhabiliter quelque chose de simple, qui est la question de la justice fiscale. En réalité, on va pas aller, ça reste quelque chose de très symbolique, très important, et la valeur de symbole, elle est importante. Ça permet également d'aller chercher plusieurs milliards d'euros, donc il y a aussi un effet immédiat pour faire rentrer des recettes dans les caisses. Mais là, on est avant tout, et ça a été très bien présenté, sur un outil qui permet simplement de rappeler qu'il faut que la fiscalité, elle puisse être juste, et que oui, c'est injuste aujourd'hui le fonctionnement dans lequel nous sommes. Moi, il y a un sujet sur lequel on est en désaccord, donc je vais le dire. Ça permet évidemment, pareil, de nourrir le débat. C'est la question de la baisse de la CSG. Puisque ce qui est proposé là dans le plan, c'est de dire en effet, on baisse la CSG sur les petits salaires, 1 500 € je crois. Nous, il nous semble urgent plutôt de dire qu'il faut augmenter les salaires, et que ça permet de tout de suite donner du pouvoir d'achat à l'ensemble des personnes, des salariés qui sont quand même l'immense majorité de notre pays, et notamment d'augmenter le SMIC à 2 000 € brut, 1 600 € net, ce qui était là aussi une proposition du NFP, donc j'allais dire rien de révolutionnaire, mais on y tient parce qu'on pense que ces mécanismes-là, ils sont beaucoup plus utiles et beaucoup plus efficaces. Pourquoi on ne souhaite pas baisser la CSG ? La CSG, aujourd'hui, et quand bien même l'outil en tant que tel, en vrai, il est pas très juste, peu progressif, et donc ça pose des questions sur la manière dont on vient aller ponctionner sur les salaires pour alimenter la sécurité sociale. Eh bien oui, aujourd'hui, il alimente la sécurité sociale. Donc un des sujets, c'est est-ce qu'on veut aussi se priver de recettes dans le budget de la sécurité sociale ? Pour nous, la réponse, elle est non. Pareil, c'est un débat qu'il faut avoir, mais pour nous, surtout en ce moment où, au contraire, il faudrait pouvoir trouver des recettes complémentaires pour la sécurité sociale, ça n'est pas la bonne porte d'entrée. Donc voilà, c'est pour commencer la discussion autour de ces points. À la fois la défense finalement de ce qui pour nous faisait le point d'équilibre, qui était, je l'ai dit, pour les mesures à la fois du nouveau Front populaire et les mesures castées, et puis voilà quelques points à débattre sur lesquels on sent bien que déjà il va y avoir discussion à gauche si on les rouvre, et c'est pour ça que je commençais en disant qu'il y avait aussi une question un peu stratégique en fait sur la manière dont on ouvre entre nous les échanges autour du budget. Merci. Thomas ? Oui, je vais aussi commencer par remercier le Parti socialiste pour ce débat qui est, à mon avis, le premier de plusieurs, puisque on a chacun mis à contribution un certain nombre de sujets pour ce prochain budget. Mais je veux aussi remercier le Parti socialiste d'avoir, en portant ce contre-budget, être sorti du cadrage qui avait été imposé par François Bayrou, parce qu'en fait il est tombé même sur ce cadrage-là, c'est-à-dire que on nous a imposé une forme de trajectoire, et après à nous de trouver comment obéir à cette trajectoire, ce qui était une arnaque dès le départ, puisque c'était ni le rythme attendu par les institutions européennes, ni par les agences de notation ou je ne sais qui, ou les marchés. La pente qui était demandée en termes d'efforts austéritaires était bien trop raide, et donc déjà en desserrant cette pente, on arrive à avoir un débat plus cohérent, en tout cas avec ce qu'on peut faire. Effectivement, il ne faut pas ni dramatiser, ni être dans le déni sur la situation budgétaire et financière de la France, et donc il faut comprendre comment on peut sortir de cette ornière. Et cette ornière, on n'en sortira pas uniquement en étant dans un cadrage purement budgétaire. C'est pour ça que nous avons pensé, nous les écologistes, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis sénateur écologiste,
un plan de sortie de crise qui était en 3 volets, l'un sur une vraie stratégie économique de transition, l'autre sur une vraie piste de sortie démocratique, parce que je pense qu'on a des problèmes d'institutions démocratiques qui sont complètement à bout de souffle, et puis évidemment une stratégie budgétaire dans laquelle on se retrouve à peu près sur la pente et la trajectoire qu'on doit suivre, mais on se trouve confronté à plusieurs difficultés, c'est-à-dire les besoins d'investissement en termes de transition. Vous savez qu'il y a un rapport qui n'est pas le rapport d'un gauchiste, qui est le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz, qui est qu'on doit investir d'ici l'horizon 2030 quasiment 34 milliards d'euros par an d'argent public dans la transition pour respecter nos engagements en matière de trajectoire climatique. Et puis on se retrouve avec d'autres falaises budgétaires comme le vieillissement de la population qui est un vrai enjeu pour les finances de la sécurité sociale. Et donc quelque part on a un modèle social qui doit être préservé malgré toutes ces attaques qu'on entend en ce moment. Et donc à la fois sur la trajectoire budgétaire, évidemment qu'on se retrouve l'année dernière au moment du budget, ça a été assez simple de travailler à gauche sur des pistes budgétaires. On sortait du programme du NFP et puis au Sénat, bon, le NFP n'existe pas, mais avec les autres forces de gauche, on a su proposer des propositions, des priorités de nouvelles recettes qui ont été assez faciles à mettre sur la table de façon commune. Et donc, ce qui évolue, moi, depuis que je travaille au Sénat, c'est qu'il y a une vraie convergence à gauche sur ces questions-là. Et en tout cas, ça nous permettrait, si jamais dissolution il y a et si jamais on remportait cette fois-ci réellement une majorité à l'Assemblée nationale, de gouverner très rapidement. Et le budget socialiste est une brique, le nôtre est pas très éloigné, en est une autre. Et donc avec un certain nombre de discussions et dans un cadre où ça se passe bien, je pense qu'on peut arriver à proposer pour les Françaises et les Français des pistes de sortie à la fois de la situation catastrophique budgétaire, mais aussi de l'affaissement des services publics et des enjeux de vieillissement de la population et de transition écologique. Et donc on arrive à discuter, on arrive à proposer des choses qui sont convergentes sans être tout à fait identiques. Et donc je voulais d'abord souligner cette convergence qui touche 95% de nos propositions. Je pense qu'on y arrivera. Mais je veux rejoindre la camarade de l'après. Je pense qu'on a une divergence sur la CSG et sur ce que moi je pense est un affaiblissement du financement de la sécurité sociale, et ce qui est à mon avis un danger, puisque ça reprend une rhétorique actuelle de dire que globalement en rapprochant le salaire net du salaire brut on dégagerait des formes de marge de manœuvre pour le pouvoir d'achat, ce qui à mon avis est un leurre. Je pense qu'il y a besoin, et ça a été rappelé par le rapport Gay sur les aides aux entreprises, les 211 milliards, on a besoin de conditionnaliser, oui, nos aides publiques aux entreprises à une augmentation des salaires, à des négociations salariales au sein des entreprises, à faire en sorte que quand il y a des exonérations, notamment au niveau du SMIC, elles ne soient pas ad vitam aeternam pour éviter que les gens restent au SMIC éternellement. C'est pour ça que nous proposons de conditionnaliser nos aides, les exonérations sur les bas salaires à une durée, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, s'il n'y a pas d'augmentation, alors l'exonération diminuera. Je pense que c'est important de construire des trajectoires d'augmentation salariale dans la société par la négociation collective, certes, mais aussi par la contrainte des aides publiques. Je pense que le rapport Gay est assez démonstrateur. On a gagné quelques victoires culturelles quand même ces derniers mois. Je pense à la taxe Zuckman qui maintenant est bien rentrée dans le débat public, et on a bien compris que ce gouvernement ne s'en sortirait pas en équilibrant qui paye l'impôt et qui va payer la facture, et qu'aujourd'hui les Français ont bien compris que c'est intolérable qu'une secrétaire d'un milliardaire paye plus d'impôts que son patron. Et donc aujourd'hui, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que cette taxe a été votée, alors c'était les écolos qui portaient dans la niche, mais c'était toute la gauche qui s'est mobilisée. Comme au Sénat, on l'a porté, on a perdu parce que vous connaissez le côté réactionnaire de la Chambre sénatoriale, mais on a quand même eu quelques victoires avec des abstentions des centristes. Et aujourd'hui, je pense que le gouvernement et les macronistes ont compris, en tout cas, qu'ils ne pourront pas imposer l'austérité aux travailleurs, aux Français les plus précaires, aux retraités, si il n'y a pas les bonnes personnes qui payent. Et donc aujourd'hui, on peut rejeter en bloc leur logique tant que les milliardaires ne payent pas autant d'impôts que vous et moi. Je pense que c'est important, et c'est une victoire culturelle. L'autre victoire culturelle, c'est évidemment les aides aux entreprises. Tout le monde a maintenant en tête les 211 milliards qui sont versés aux entreprises
avec très peu de conditionnalité, voire pas du tout, avec très peu de contrôle, puisqu'il a fallu ce rapport sénatorial pour arriver à ce total, pour arriver à comprendre l'ampleur du phénomène. Et donc aujourd'hui, on a ces 2 victoires, en tout cas ces 2 points d'appui sur lesquels, à gauche, on va pouvoir construire la suite. Et je pense que c'est très important aujourd'hui dans le débat public d'avoir ces 2 points d'appui. Donc on est prêt à discuter à beaucoup de choses. Je pense que beaucoup de choses convergent entre nous et donc ce ne sera pas très compliqué, même si on était appelé demain à gouverner, de pouvoir construire la trajectoire budgétaire dans les 5 prochaines années sans trop de problèmes. Et elle sera très différente de ce qui nous est proposé aujourd'hui, ce qui nous est mis sur la table. Et donc on a beaucoup de choses à travailler ensemble, mais je pense qu'on peut y arriver facilement, sans trop d'éclat de voix et avec la volonté de changer réellement demain la vie des Françaises et des Français. Merci beaucoup à nos 2 intervenants, cher Thomas, cher Marlène, pour ces propos. Moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, on est en capacité d'avoir un dialogue et sincèrement, de ce que je vois, il y a quand même 95%, voire plus en réalité, des choses sur lesquelles on est parfaitement en ligne. Et pour le reste, ça se discute. Effectivement, Thomas, tu l'as dit, quand on sera au gouvernement, on discutera de cela. Peut-être néanmoins répondre sur quelques aspects avec Estelle, avant qu'on puisse éventuellement prendre quelques questions. Tout d'abord sur le cadrage Bayrou. Moi, je veux quand même réaffirmer quelque chose haut et fort. Je pense, pour celles et ceux qui ne se sont pas couchés trop tard hier soir, vous avez dû voir ce matin dans la presse que l'une des 3 grandes agences de notation mondiale avait dégradé à nouveau la note de la France. Donc, en réalité, on pourrait s'intituler ça les Mozart de la finance, épisode 25 372. En réalité, Bruno Le Maire, et d'ailleurs tous les ministres de l'économie depuis le début de la présidence d'Emmanuel Macron, se sont complètement plantés et il n'y a plus aucune crédibilité financière, budgétaire du côté de la Macronie. Ça, c'est le premier élément. Et c'est pour cela qu'il faut le dire, quand on parle d'ambition sur la trajectoire budgétaire, c'est pas parce qu'on veut réduire le déficit plus lentement qu'on est moins ambitieux. Bien au contraire, nous, ce qu'on constate d'ailleurs dans les discussions qu'on a avec différents experts, c'est qu'en étant pas plus modéré, mais plus lucide sur la capacité d'adaptation de la France, on est plus crédible. Et en réalité, si la gauche était aux responsabilités aujourd'hui, si on avait mis en place cette trajectoire différenciée, très vraisemblablement, la note de la France n'aurait pas été dégradée. Donc ça, il faut véritablement l'avoir en tête. La crédibilité budgétaire aujourd'hui, c'est la gauche. Ça, très clairement. Effectivement, on n'est pas tout à fait identiques, sinon d'ailleurs on serait dans le même parti. Donc voilà, c'est aussi la richesse de la gauche que d'avoir quelques nuances, quelques subtilités, et en matière budgétaire comme dans plein d'autres sujets. Par contre, je crois que la question qui a été posée sur la comparaison avec le programme du NFP, elle est fondamentale. Le contre-budget des socialistes, il faut le dire très clairement, comme ça on va anticiper la question. Il n'y a absolument pas de reniement du programme du NFP. C'est même, je vais le dire, parfaitement compatible avec l'esprit du NFP. La différence, c'est qu'en un an, les données macroéconomiques, les données politiques, elles ont fondamentalement changé dans le pays. Et aujourd'hui, pour le dire très clairement, on n'a pas les mêmes marges de manœuvre que si on avait été aux responsabilités il y a un an. Donc nous, la position qui est la nôtre, c'est de dire l'esprit du NFP, c'est très bien. L'esprit de l'Union de la gauche, évidemment, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Par contre, il faut s'adapter à une donne politique qui est extrêmement fluctuante. Et je vais vous le dire, le contre-budget que le Parti Socialiste a présenté là, donc selon toute vraisemblance, dans 6 mois, c'est pas qu'il est caduc, mais il faudra le reprendre pour ajuster, encore une fois, à une donne économique qui varie. Alors, la question que tu as posée, elle est fondamentale. Pourquoi sur les recettes, on est un peu moins allant que ce qui était dans le programme du NFP? C'est que tout simplement, on n'a pas la majorité parlementaire aujourd'hui. En l'absence de dissolution, aujourd'hui, nous ne sommes pas en capacité, au niveau parlementaire, de faire passer une hausse de recettes fiscales de 50 milliards pour le budget 2026. Je crois qu'il faut se le dire très très sereinement. Par contre, le job de parlementaire de gauche, de parlementaire d'opposition, et en tout cas c'est comme ça qu'on le voit au Parti Socialiste, ça va être d'aller arracher toutes les victoires que l'on pourra. Et si on peut prendre 25 milliards de recettes fiscales en plus pour l'an prochain, ciblées sur les grandes fortunes, ciblées sur les grandes entreprises, on les prendra parce que c'est de l'argent pour les Françaises et les Français qui souffrent. Et effectivement, dans cette configuration politique dégradée, je crois que oui, il faut, je dirais pas s'en contenter, mais en tout cas porter ce combat-là, se dire 50 milliards, on essaiera demain quand on pourra. Aujourd'hui, on ne peut pas. Bon, déjà, on va essayer de prendre 20-25 milliards en se battant pied à pied.
Avant de passer la parole à Estelle, juste un mot sur la CSG, j'entends. Et effectivement, je vais vous le dire, hein, en tant que socialiste, les baisses d'exo, c'est pas quelque chose qui nous vient spontanément à l'esprit. Enfin, c'est quand même assez éloigné de notre doctrine d'ensemble théorique. Là, encore une fois, je crois qu'il faut avoir la lucidité de regarder une situation d'ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le pouvoir d'achat des plus précaires, là, à l'instant T, immédiatement dans la configuration politique actuelle? Augmenter les salaires, augmenter le SMIC? De toute évidence, on ne le peut pas. Mettre en place des nouveaux mécanismes de redistribution beaucoup plus massifs, de toute évidence, on ne le peut pas, on n'a pas les outils juridiques. Alors, en réalité, voilà, dans le cadre du budget 2026, dans cette situation politique complètement... j'allais dire éclaté, bon, on va dire sous-optimal, c'est sans doute plus correct, qu'on connaît pour préparer le budget, ben oui, la baisse de la CSG, c'est quelque chose qu'on regarde, pas que ça nous plaît particulièrement comme méthode, mais que donner 900 € de plus par an à une famille monoparentale, ben, dans cette situation-là, on crache pas dessus. Je ne veux pas être trop long, je passe la parole à Estelle avant, éventuellement, si vous le souhaitez, qu'on prenne des questions. Oui, merci Brice. Tu as déjà dit beaucoup. Alors, effectivement, les remarques et les réflexions qui viennent de nos partenaires, elles sont tout à fait justifiées. Déjà dire que ces contre-propositions, on les a évidemment travaillées en fonction et sur la base du programme du NFP et sur la base de ce qu'on a vécu toute l'année dans l'hémicycle et notamment tout ce qu'on a voté ensemble l'année dernière dans le cadre du PLF et du PLFSS. Donc on n'a pas été chercher des choses qui étaient différentes ni orthogonales, c'est vraiment ça. Mais si je prends l'exemple de la taxe Zuckman l'année dernière, elle n'était pas dans le paysage. Elle n'était pas dans le paysage et on s'est rendu compte qu'en une année, elle s'était largement élargie au public. Les Français en ont pris connaissance, elle a été votée en février à l'Assemblée. On voit qu'elle est maintenant comme une taxe, une mesure de justice fiscale qui est intégrée par beaucoup et qui rassemble énormément et qui devient comme une symbolique de l'injustice fiscale, on va dire, que nous, on voudrait pouvoir réparer. Alors, comme on n'est pas là en majorité encore actuellement, nos propositions budgétaires, elles visent à réparer avant de réformer. Le problème, c'est que pour réformer, il faut être aux manettes, il faut être au gouvernement, il faut pouvoir se dire, on va pouvoir faire des choses. La réforme du système fiscal, elle devrait être faite, mais pour le moment, on n'y est pas. Donc, il faut trouver des mesures qui symboliquement sont importantes pour nous parce qu'elles représentent des mesures de justice fiscale très importantes et en même temps pouvoir se dire qu'elles sont acceptées et acceptables éventuellement en attendant évidemment qu'on puisse gouverner et qu'on puisse avoir la main libre sur l'ensemble de ces aspects du système fiscal. Donc notre trajectoire, on l'a prévue comme ça, comme une trajectoire peut-être considérée comme moins ambitieuse que l'année dernière, notamment sur la question des recettes, mais peut-être plus acceptable dans le cadre d'un débat parlementaire pour aller chercher éventuellement des possibilités d'accord si on veut qu'elle passe. Donc c'est plutôt dans cet objectif-là. Et puis on s'inscrit dans une pluriannualité. Plutôt que d'avoir tout la première année, on se dit qu'on a un peu la première année, on fera peut-être mieux encore la deuxième, etc. Et on va comme ça réussir à regrignoter ce que l'on peut regrignoter. Toute mesure qui permet de faire avancer et qui permet d'apporter un pouvoir d'achat supplémentaire aux Français, qui permet d'apporter des recettes supplémentaires à l'État pour financer notre système social, tout ce qui peut nous permettre d'avoir des milliards en plus en recettes et des euros en plus pour les citoyens, à mon avis, elles ont besoin d'être prises aujourd'hui compte tenu du contexte actuel et en sachant que nous n'avons pas évidemment la majorité pour mener de manière très profonde l'ensemble des réformes que nous voudrions mener si la gauche était là. Nous, ce qu'on a fait avec ces propositions-là, c'est de dire on ne veut pas aller sur le terrain de la droite, mais venez sur notre terrain à nous et de dire aux Françaises et aux Français, il y a une alternative. On n'est pas obligé de souffrir, on n'est pas obligé de payer pour résorber ce déficit budgétaire. Les Françaises et les Français des classes moyennes populaires, et dans la grande majorité,
n'ont pas besoin de se sacrifier pour pouvoir résorber le déficit budgétaire. C'est ça qu'on a voulu envoyer comme message, et pour montrer qu'une alternative était possible, qu'on pouvait voir les choses autrement, et que ce qui était important, c'était de pouvoir tracer un chemin vers un espoir autre et une politique de gauche qui, elle, réformera forcément l'avenir et le système fiscal et la question budgétaire. Voilà. Moi, je voulais juste compléter sur une chose. Tu as parlé de la baisse de la note de la France. Moi, j'accorde pas une importance énorme aux agences de notation, mais tout de même, ce sont ces gens qui, depuis 8 ans, nous donnent des leçons de gestion, les Mozart de la finance, ce cercle de la raison qui nous dit qu'aucun autre chemin est possible. Pardon, j'ai plus de voix. Hier, se sont fait sanctionner par une agence de notation qui eux-mêmes ont rajouté 1000 milliards à la dette de la France, qui aujourd'hui sont complètement ensablés dans ces questions budgétaires. Et donc, oui, il y a un autre budget possible, il est plus réaliste, il permet de corriger la trajectoire infernale dans laquelle ils nous ont mis. Tu as parlé de la politique des caisses vides, c'est exactement ça qu'on a vu dans beaucoup de pays. Les libéraux qui vident les caisses et qui nous disent après, désolé, vos services publics nous coûtent trop cher. On en a marre. C'est-à-dire qu'à un moment, les services publics, ils sont à l'os partout. Il y a des endroits où les gens ne peuvent plus soigner, des profs qui sont plus devant les élèves. Et donc, on a vraiment un sujet aujourd'hui à ouvrir des perspectives. Rien qu'en parlant du budget, on arrive à ouvrir ces perspectives-là. Et ça, c'est très important. Donc, il faut qu'on avance là-dessus. Ensuite, la taxe Zuckman. On la présente comme quelque chose, évidemment, important sur les 20 milliards de recettes supplémentaires qu'elle pourrait apporter. C'est important, mais c'est aussi important parce qu'elle touche au capital, elle touche à l'ensemble des biens professionnels des plus hautes fortunes, et ça c'est très important dans un moment où il y a eu une accumulation du capital vers le haut, une concentration du capital qu'on n'a jamais connue, et donc c'est important aussi sur le principe de faire tomber un peu, en tout cas d'affaiblir et de mieux répartir cette accumulation du capital, parce qu'elle a des impacts très concrets. Il suffit de voir la structure de la propriété du logement, savoir qui sont les propriétaires du logement. Ce sont énormément de multipropriétaires, et donc aujourd'hui ce qui impacte la vie des Français, c'est le prix du logement, et ça c'est lié directement à la façon dont le capital s'est accumulé au plus haut niveau. Et donc la taxe Zuckman, c'est pas uniquement des recettes budgétaires, c'est aussi une première brèche dans l'accumulation du capital. C'est très important. On n'a pas beaucoup parlé, et en tant que sénateur, c'est important, de la façon dont depuis 8 ans, le macronisme a affaibli les collectivités locales. Les collectivités locales ont perdu toute leur marge de manœuvre, alors qu'elles sont le rempart direct entre la misère et les habitants qui se tournent vers leur maire, se retournent vers leurs élus locaux et qui aujourd'hui ne peuvent plus répondre à l'urgence sociale. Et donc, je pense qu'il faut redonner au moins de la visibilité au budget des collectivités locales. C'est très important pour un sujet qui m'est cher, évidemment, la transition écologique, puisque 70% des investissements se font au niveau local. Et donc aujourd'hui, on a besoin de redonner du souffle aussi au niveau local pour apporter des solutions très concrètes aux habitants de nos villes et nos villages. Donc on est aujourd'hui devant un chantier énorme qui est lié à la destruction méthodique de nos modèles sociaux par le macronisme depuis 8 ans, qui avait cette prime de crédibilité qui aujourd'hui, ils n'ont plus, et c'est à nous d'apporter ces réponses-là. Et je pense que le contre-budget du Parti socialiste, les plans que nous on a sortis et d'autres propositions qui ont été mises sur la table par les partenaires de gauche sont aujourd'hui les solutions les plus crédibles pour apporter les solutions. Simplement pour compléter sur la taxe Zuckman, parce que je pense que là on a un combat fondamental et qu'en vrai si on le gagne, ça permet aussi d'envisager de nouvelles victoires sur d'autres points, y compris des points du coup qui étaient des points qui faisaient consensus au sein du nouveau Front populaire et qui permettaient également d'agir pour la justice fiscale. Je pense à la suppression de la flat tax, puisque aujourd'hui évidemment c'est un vrai, enfin voilà, on a un sujet sur l'outil, puisque les revenus du capital sont pas autant taxés que les revenus du travail, puisqu'aujourd'hui c'est forfaitaire et donc ça ne permet pas une fois de plus d'être progressif et donc de faire en sorte que quand les revenus du capital augmentent, eh bien il y ait davantage d'impôts qui soient payés.
Il y a la question des héritages dorés sur lequel on était tous d'accord aussi pour se dire il faut venir là travailler particulièrement sur ce sujet. Et puis il y a l'ISF climatique. Alors là qui est absent aujourd'hui, je crois pas qu'il soit dans les propositions en tant que tel. Mais pareil, je reste persuadé que si on déclenche sur la taxe Zuckman, on pourra aller mettre dans le débat public tous ces sujets. La question de l'ISF climatique, c'est quelque chose de très populaire en réalité. Et donc c'est aussi comment on construit le rapport de force avec l'ensemble de la population qui pousse sur ces sujets et qui en fait attend de nous. Je sais plus qui évoquait la question de la crédibilité de la Macronie qui était réduite à zéro sur la question de la gestion, mais je pense qu'au contraire, il y a une attente des responsables de gauche et donc de nous en tant que parti politique sur la question du sérieux budgétaire et de pouvoir aller chercher des recettes là où il y a de l'argent et je crois que cette attente elle est forte et donc il faut aussi pouvoir l'utiliser pour venir gagner d'autres batailles. Mais donc je pense que de ce point de vue la taxe Zuckman c'est décisif et ce que j'ai vu aussi c'est que dans l'ensemble en réalité de nos plans, de nos feuilles de route, peu importe comment on les appelle, on l'a tous mis en numéro 1. En effet, c'était pas dans la discussion il y a un an et quand on voit la force qu'a pris cet outil qui, voilà, je redis pas, mais à la fois très symbolique, mais à la fois malgré tout vient permettre d'aller chercher quelques milliards de recettes. Voilà, on voit bien que là, on a un nœud et qu'on va pouvoir aller enclencher d'autres victoires si on gagne sur ce sujet. Donc c'est un sujet qu'il faut porter extrêmement fort à gauche. On va peut-être vous laisser la parole si vous avez des questions ou des choses à dire. Bonjour. Alors, j'ai peut-être raté un morceau. En tout cas, je me questionnais sur la pertinence d'une potentielle taxe sur l'héritage. Je ne sais pas si vous l'avez abordé. Est-ce qu'elle pourrait être complémentaire d'après vous? Est-ce que vous l'avez pris cette éventualité? Merci. Moi, je me posais la question par rapport à tout ce qu'on entend, notamment avec les insoumis et autres. Où est-ce qu'on en est d'ailleurs pour le SMIC à 1 600 €, si c'est toujours d'actualité et comment on fait? Alors, je vais répondre sur la première question, sur la question des héritages, en tout cas de la fiscalité des donations et successions. Bon, je vais le dire en plus, d'autant plus que le Parti socialiste propose des pistes depuis 2018, quasiment tous les ans là-dessus. Alors, même si c'est sans doute un point de détail, ça n'est pas tant que ça, on a fait voter une proposition de loi avec Christine Pires-Beaune cette année, qui encadre un petit peu les pratiques bancaires en matière de succession. En tout cas, voilà, c'est que le début du travail. On a des propositions là-dessus, parce que si on taxe le capital, il faut effectivement taxer le stock, mais également le flux. On a un bouquin récent à la Fondation Jean Jaurès qui rappelle que ça va être 9 000 milliards d'euros qui vont être transmis dans les 10, 15 ou 20 ans qui viennent. C'est que a fortiori, vu qu'on va avoir une rupture générationnelle là avec la fin avec le papy boom, pour le dire comme ça, cette question-là, elle devrait être traitée. Nous, dans le contre-budget, on propose une mesure d'urgence. C'est 1% de prélèvements sociaux sur toutes les donations et successions. C'est pas assez, c'est une mesure d'urgence, mais en tout cas, oui, on travaille là-dessus, mais typiquement, par contre, c'est des sujets qu'il faudra discuter avec toute la gauche parce que l'équilibre, il est pas fin. Enfin, il est très très fin, c'est très très difficile, les questions des abattements, avec des questions très bêtes, hein, mais fondamentales. La résidence principale, est-ce qu'on l'exonère ou pas ? Parce que pour les grandes fortunes, on a envie de se dire, ben non, on l'exonère pas. Sauf que pour les classes populaires, transmettre la résidence principale, c'est quelque chose qui est important. Donc voilà, tout ça, on l'a sur notre logiciel, et je parle pour tous les partis de gauche, parce que je crois qu'objectivement, tous les partis de gauche travaillent sur le sujet aujourd'hui. Hein. Et enfin, un mot sur le SMIC à 1 600 €. Oui, mais c'est de nature réglementaire. Donc en réalité, ça, c'est pas dans le cadre d'un budget qu'on le traitera. Mais là, encore une fois, je crois que tout le monde l'a bien en tête. On a un énorme souci de pouvoir d'achat en France, notamment sur les plus modestes. Et d'ailleurs, c'est un peu ça qui fait qu'on arrive avec cette proposition de baisse de la CSG jusqu'à 1 920 €. Non, mais moi, je vais reprendre sur l'héritage. L'héritage, avant d'avoir les mesures évidemment techniques, de savoir à quel moment on augmente ou pas,
je pense qu'on a une bataille culturelle à mener très importante, puisque c'est quand même pour beaucoup de Français, désormais, le seul horizon pour s'élever dans la société, c'est l'héritage. C'est ça qui est devenu dramatique aujourd'hui dans la façon dont est construit, on va dire, le patrimoine de chacun. On est devenu une société d'héritiers, et ça, je pense que avant de comprendre les dispositifs, c'est d'abord se dire la méritocratie, comme elle est défendue par la droite, ou en tout cas l'élévation, l'émancipation, elle ne pourra se faire que si on répartit mieux les richesses, et notamment leur transmission, qui aujourd'hui consolide la structure du capital actuel. Et donc il va évidemment, le chantier de la gauche dans les années à venir sera la question de l'héritage, mais elle passe d'abord par un vrai débat avec la société. On peut avoir le débat entre nous sur les dispositifs. Est-ce qu'il faut être beaucoup plus progressif dès le premier euro, ou est-ce qu'il faut dire les héritages à partir de 400 000 euros, je crois que c'est l'héritage médian, il est à peu près à ce niveau-là, ou 300 000 peut-être, je sais plus. En tout cas, c'est 300 000, ouais, c'est ça. Est-ce qu'à partir de là, on augmente beaucoup, ou est-ce qu'on se dit il faut d'abord taxer beaucoup plus fortement les très hauts héritages, etc. Je pense qu'on a ces débats-là, mais avant toute chose, parlez-en autour de vous, vous verrez que la question de l'héritage est devenue extrêmement sensible, puisque c'est devenu vraiment le seul horizon parfois pour certains de transmettre, de faire évoluer leurs enfants un peu mieux dans cette société. Et donc on a besoin d'avoir ce vrai débat avec la société avant de construire le dispositif entre nous, qui techniquement on sait faire, on voit à peu près les impacts, mais si on n'a pas on va dire la population avec nous, on n'y arrivera pas. Et donc on a ce combat vraiment de société à mener sur qu'est-ce que ça veut dire une société de rentiers, une société où le seul horizon c'est l'héritage. Donc je pense que c'est ça qui est important avant tout. Oui, pour compléter un peu ce que tu disais, effectivement, dans les années 70, on faisait 30% du patrimoine était constitué par l'héritage. 30%. Aujourd'hui, c'est quasiment 60%. Ça veut dire que le patrimoine uniquement des Français, il est essentiellement celui de l'héritage. Et on n'arrive plus à se constituer un patrimoine par le travail, par exemple. Et donc ça, c'est une vraie injustice qui continue de se poursuivre. Et en France, comme on est un peu les spécialistes des dispositifs fiscaux qui permettent d'exonérer, qui permettent d'évader fiscalement, etc., en fait, on se rend compte que, en gros, l'histoire du patrimoine, elle est très sensible chez les Français, parce qu'on a l'impression que dès qu'on va changer quelque chose sur les successions, ça va concerner les Français. Mais en fait, la moyenne d'héritage en France, c'est 170 000 euros, je crois. Donc ça veut dire que c'est la médiane. Ça veut dire que quasiment 50% des héritages, ça passe déjà par des donations. Il n'y a pas de frais de succession, c'est quasiment rien. Et les 50 autres pourcents, ils sont extrêmement concentrés dans les très très hauts patrimoines. Et donc en fait, on peut réfléchir au niveau des seuils, mais en réalité, c'est surtout chez les plus riches que là, il y a vraiment du travail à faire, parce que sur les 90% des Français, il n'y aura pas forcément d'impact si on met en place une mesure patrimoine. C'est sur les successions et sur les successions dites dorées. Donc vraiment, mais les Français ont l'impression que dès qu'on parle de succession, ça va les impacter. En réalité, non. Très peu, puisque très peu payent des frais de succession, et très peu aujourd'hui, en tout cas les plus modestes, ont la possibilité, contrairement à avant, de pouvoir transmettre quelque chose à leurs enfants quand ils n'ont uniquement que la force de travail pour le faire. Voilà, donc c'est un vrai sujet d'injustice, et c'est aussi ce qui crée l'inégalité des chances au départ. On parle de société d'héritiers, on parle de capitalisme d'héritiers, où effectivement on se retrouve avec des rentiers qui dirigent et qui sont un peu l'élite de la France. Donc combattons ça, et une manière de combattre, c'est effectivement de remettre de la justice fiscale dans ces dispositifs-là. Alors, une autre question peut-être ? Bonjour, merci pour les échanges. J'ai deux questions. Dans quelle mesure vous souhaitez faire peser sur les entreprises la responsabilité de faire augmenter les salaires des Français, alors que cette responsabilité elle va à l'encontre de leurs enjeux vitaux en tant qu'entreprise, alors que celle de l'État justement, qui est la fraternité, la solidarité et puis l'égalité, est plus logique à mon sens. Et deuxième question, c'est en cas de dissolution et de majorité de gauche à l'Assemblée, prendrez-vous tous ensemble les mesures fortes de réforme pour la redistribution des richesses et la taxation du capital pour aller plus loin que la taxe Zuckman,
ce que les Français, je pense, attendent et qu'aujourd'hui, vous ne pouvez malheureusement pas faire. Un, deux. Bonjour à tous. Alors de mon côté, c'est un sujet qui est un petit peu différent du budget, on va dire, qui est plutôt sur le fléchage. Je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de personnes, notamment à droite, je suis dans l'idée de pouvoir discuter avec les gens de droite, de savoir à quoi sert l'impôt, comment il est utilisé, comment sont les budgets, etc., etc. Qu'est-ce qu'on peut proposer, nous, collectivement à gauche, pour aider à faire comprendre que quand une personne met 2000, 3000 euros dans ses impôts vont aller à ça, 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 et comment faire aussi en sorte que, par exemple, la loi Zuckman soit utilisée pour tel sujet ou tel sujet, et pour aider aussi à accepter et faciliter l'engouement populaire pour tel ou tel impôt. Merci. Alors peut-être pour répondre tu voulais prendre la parole. Alors c'est ce qu'on a dit. Hein. Si demain on a une majorité à gauche, évidemment que on aura un programme beaucoup plus ambitieux de réforme à gauche qui est forcément d'avoir une refonte de la fiscalité, une augmentation évidemment du SMIC. La question de l'augmentation des salaires par les employeurs. C'est ce qu'on appelle les fameuses conférences sociales où on demande aux partenaires sociaux de discuter et d'échanger et de pouvoir augmenter les salaires. Évidemment, elle est extrêmement importante et il faut le faire, mais il faut pouvoir avoir les moyens d'amener à cette augmentation de salaire. Il faut que le patronat soit d'accord pour le faire. Contrairement aux mesures de SMIC, les mesures de SMIC, on peut l'augmenter par la réglementation. Donc on peut dire, si demain on est au gouvernement, c'était dans le NFP d'ailleurs, eh ben, on augmente à 1600 euros le SMIC. Mais l'augmentation plus globale des salaires et les conférences salariales, elles dépendent du dialogue social. Donc évidemment, le dialogue social, il est extrêmement important. Et si la gauche revient au pouvoir, elle sera aussi au rendez-vous du dialogue social avec l'ensemble des partenaires et des organisations syndicales pour faire en sorte que le niveau de salaire moyen et global en France puisse augmenter, puisqu'on a des vraies différences en Europe, en France par rapport aux autres pays. Et c'est un vrai sujet de pouvoir d'achat. Effectivement, ça c'est une chose extrêmement importante. Donc oui, si on est au pouvoir, on pourra le faire. Je vais compléter ce qui vient d'être dit on a quand même des leviers pour aujourd'hui contraindre les entreprises à la fois augmenter les salaires et les faire progresser plus vite. Aujourd'hui, il y a encore des branches où on commence les grilles de salaire en dessous du SMIC et ces branches ont toujours des exonérations sociales. Moi, on propose que pour les branches qui n'ont pas engagé de discussion d'augmentation de leur grille salariale, on arrête les exonérations si leur salaire de base leur grille de base commence en dessous du SMIC. Ça ne veut pas dire que le salarié, il arrive, il est payé en dessous du SMIC. Ça veut dire que pendant des années, il va rester au SMIC le temps qu'il atteigne l'ancienneté de la grille qui arrive au SMIC. Donc déjà que quand on commence au SMIC, après les augmentations salariales commencent tout de suite. Et donc pour ça, on a des leviers avec la conditionnalité des aides et donc de conditionner les exonérations en fonction des grilles salariales et des négociations en cours. Je pense que c'est important. Et ça rejoint ce que vous disiez mais on ne sait pas où vont nos impôts, etc. Eh bien déjà, qu'on donne des conditions aux entreprises quand elles demandent des aides publiques. Moi, je pense qu'on doit aider les entreprises dans leur transition écologique et qu'elles elles doivent pouvoir toucher des aides en fonction de la transformation de l'outil de production, même de la production de leurs produits. Et donc, on doit pouvoir aujourd'hui dire à une entreprise qui continue dans un modèle extrêmement intensif en carbone, elle touchera moins d'aide. Et donc, on aura une vraie direction stratégique industrielle de la France. Et donc, on saura que quand on aide les entreprises, on va dans une direction de transition écologique, etc. En revanche, moi je suis aussi pour qu'il y ait des vrais grands débats sur le budget et je pense qu'on est dans une période où en fait, grâce à la fois à la situation compliquée dans laquelle on a des gens qui s'intéressent à ce qui se passe. Moi, je l'ai vu quand on a mis la taxe Zuckman dans une niche parlementaire au Sénat. On a été aidé par la société civile pour la défendre, et on a vu des gens qui s'interrogeaient sur cette taxe Zuckman, qui ont été questionnés sur mais c'est vrai que les milliardaires payent moins d'impôts que nous, etc. Et donc on doit, nous, en tant qu'organisation politique, mener le débat public avec les gens qui s'y intéressent, et parce que oui, l'impôt, le consentement à l'impôt va avec l'adhésion
à la politique économique qui est menée. Je pense que par exemple la suppression de la taxe d'habitation a déconnecté les citoyens des élus locaux fortement, puisque quand on payait notre taxe d'habitation, on voyait des services publics sur le territoire et on pouvait comprendre les euros qu'on mettait, on les voyait concrètement avec des équipements, des piscines, des services publics qui se mettaient en place. Ça, on l'a perdu en rompant ce lien et c'est très dangereux puisque du coup, on a perdu une forme de consentement à l'impôt. Et donc aujourd'hui, nous, en tant qu'organisation de gauche, on doit mener ce débat public avec les gens qui s'y intéressent puisqu'ils sont inquiets. Et donc on doit répondre aux inquiétudes et vraiment poser les questions budgétaires. Et en fait, les questions budgétaires, c'est pas des questions techniques de taux, de choses comme ça. C'est qui paye, pourquoi et où on va dans le futur. C'est ça une question budgétaire et c'est à ça que ça sert les débats budgétaires. Et on doit sortir du débat purement technique. Simplement sur les salaires, évidemment, il y a des questions de pouvoir d'achat derrière les salaires. Il y a aussi, je crois, un sujet autour de la part qu'on accorde au travail, au salaire, dans la valeur produite. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on sait bien qu'il y a une grosse part, en réalité, de la valeur produite qui part en dividendes. Donc là, on a aussi des questions à se poser. Qu'est-ce qui est acceptable dans la répartition des richesses qui sont produites? Et aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que bien sûr que les salaires ils sont pas assez rémunérés au vu de ce qu'ils produisent. Donc il y a ce sujet et donc ça c'est pareil, ça peut paraître des sujets peut-être plus techniques. En vrai, c'est des vrais choix politiques que de dire ben voilà, dans la valeur produite, il y a une part qui part aux travailleurs. On peut pas sans arrêt crier valeur travail et en réalité baisser puisque c'est ce que cherche à faire le patronat sans arrêt, baisser cette part donc, qui est la question de la salaire du salaire et de la rémunération des travailleurs. Et puis il y a la question de l'investissement, il y a la question des dividendes. Et pareil, il y a des sujets là-dedans. Qu'est-ce qui aujourd'hui sert vraiment à l'investissement? On peut parfois trouver que, et c'est dit, hein, on a un certain nombre, y compris de très grosses industries, qui n'ont pas assez investi et qui finalement se retrouvent à licencier massivement. Je pense par exemple chez nous à General Electric. Donc avec des choix qui sont faits de ne plus investir et après d'abîmer tellement la machine que en fait on ferme et on s'en fiche, on va aller investir ailleurs. Donc il y a des questions de comment on réfléchit à ce qui est socialement acceptable sur ce partage de valeurs produites et nous on pense qu'en effet il y a une grosse part qui doit aller au salaire, c'est normal, ce sont les travailleurs qui créent la richesse. Donc sujet de pouvoir d'achat, mais pas que, ça va au-delà et c'est important de pouvoir le souligner. Quelques éléments en guise de conclusion. Tout d'abord, pour répondre à la question qui a été posée. Moi, de mon point de vue, il y a une mère des batailles, c'est faire la pédagogie sur l'impôt, effectivement. Aujourd'hui, il y a un chiffre qui est important, c'est 44%. 44%, c'est grosso modo la valeur produite en France que l'on affecte aux impôts. Et c'est le combat de la droite. C'est le combat notamment de Bruno Le Maire qui expliquait que c'était beaucoup trop et que ce 44% de prélèvement obligatoire, il devait baisser. Ben, je vais vous le dire, je pense que, et je sais que c'est partagé à gauche, hein, que c'est pas suffisant 44%. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, la société d'aujourd'hui, elle est infiniment plus complexe que la société d'il y a 50 ans. Le service public, le vivre ensemble, il nécessite davantage d'actions, davantage de financement que c'était le cas il y a 50 ans ou même il y a 10 ans. Donc en réalité, il faut le dire, hein, pourquoi pas avoir l'idée théorique de se dire ben, 1 euro sur 2 produits en France, il est consacré à l'impôt et au vivre ensemble. Pour conclure et avant leur départ, parce que je les vois partir, je voudrais saluer la présence parmi nous de Daniel Simonet, Clémentine Autain et Marine Tondelier. Voilà. Parce que je trouve que pendant un atelier dans lequel on parle de comment on construit l'union de la gauche sur les questions budgétaires, leur présence c'est aussi tout un symbole. Donc voilà, l'union de la gauche, elle se fait évidemment au quotidien, comme ça en dialoguant. Et je voudrais remercier nos invités, nos intervenants, parce que je crois qu'au cours de cette heure, on n'a pas tout défraîchi, on n'a pas évoqué tous les sujets, mais en tout cas, ça montre qu'on peut travailler ensemble au niveau parlementaire pour construire le budget de demain ensemble. Et enfin, voilà, je voudrais remercier celles et ceux qui ont assisté à cet échange. J'espère que ça vous a intéressé et encore une fois, voilà. Restez sur le stand du Parti Socialiste, vous y êtes bien, il y a la buvette là-bas. Profitez des échanges et bonne fête de l'humain à toutes et tous.
Quand tu m'as dit, Je voyais lancer sur le truc de l'impôt. Je me suis dit, j'étais en train de faire. Je me suis dit, non, on inverse. Ça t'a été? Bah ouais, c'est chouette. D'ailleurs, niveau cuisine.